nous, l'histoire du Trait-Carré. Un balado de 10 épisodes présenté par le Moulin des Jésuites de Charlebourg. Je m'appelle Delphine et je vous invite à faire une promenade entre nous dans les charmantes rues du Trait-Carré pour célébrer le temps des fêtes. C'était Noël. Bon, ben là, il fallait aller acheter des cadeaux. Ce qui m'a toujours impressionné, c'était la proximité que crée le parc de la commune. La fête Dieu, c'était le dimanche. Tout le monde à l'église, il n'y avait pas personne en dehors. Dans ce temps-là, moi, je me souviens qu'on participait à toutes les fêtes. Dans le Trait-Carré, tout au long de l'année, les occasions de célébrer ne manquent pas. Il y a les fêtes religieuses et il y a les autres. Autant de raisons de se rassembler. Dans cet épisode, nous allons faire un tour d'horizon des festivités et traditions qui sont commémorées dans le site patrimonial de Charlebourg, mais aussi ailleurs au Québec et dans le monde. Le premier témoin que j'aimerais vous faire entendre est Gérard Cloutier. Sa famille possède un objet unique lié à la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Écoutons son anecdote. Oui, ça se fêtait, ça, à Saint-Jean-Baptiste, là. Il y avait les cérémonies religieuses, mais après ça, il y avait une parade dans la journée avec les tracteurs, là, pour traîner les chars allégoriques. Ça, on a participé à ça. Le drapeau de Saint-Jean-Baptiste, le premier drapeau de Saint-Jean-Baptiste, là, c'est un drapeau que mon arrière-grand-père et grand-mère qui l'ont fabriqué. Je sais pas si c'est en 1863 ou quelque chose, je sais pas trop, là. Et puis ça a été gardé de génération en génération. Il est carré, il est écrit, puis un castor dans le bas. Il est beige. Beige pâle, puis il est décoré avec de la broderie. C'est de la broderie comme un peu dorée brune, tout le tour. Moi, je me rappelle les premières années que j'ai connu ça, c'était un de mes grands-oncles qui le portait. Charles-Henri Cloutier. Et puis après ça, quand il est décédé, c'est mon père qui a pris la relève. Puis là, il l'a porté tout le temps. Puis là, après ça, il n'y avait plus de parade. Mais là, ça, ils en ont un autre, ils ont la relève, là, ils ont l'autre, le plus récent. Mais l'ancien, là, le premier, là, on l'a encore à la maison paternelle. La Saint-Jean-Baptiste est fêtée en grand au Québec. Le Trait-Carré poursuit d'ailleurs cette tradition de nos jours. Pour en parler plus en détail, je vais laisser la parole à René Cloutier. Il se remémore la Saint-Jean, mais aussi d'autres fêtes célébrées par le passé, comme la Sainte-Catherine, Mardi Gras ou la Fête Dieu. Oui, bien là, Saint-Jean-Baptiste, alors ça, c'était sérieux aussi, c'était la fête patriotique. Alors, à Charlebourg, on est dans les très vieilles sociétés Saint-Jean-Baptiste qui ont été fondées, d'ailleurs, à Charlebourg en 1858. Et de quoi était faite cette fête-là? Ben, c'est un défilé. Alors, les gens défilaient, partaient de la résidence du président pour s'en aller à l'église où il y avait une messe. Le matin, donc, c'était un défilé, on pourrait dire protocolaire. Certaines années, il y avait des chars allégoriques. En 1958, au centenaire, je pense qu'il y avait 30 chars allégoriques. Écoutez, évidemment, il y avait des chars qui venaient de Québec, là, mais il y en avait de Charlebourg aussi, qui avaient été fabriqués par la famille Villeneuve, avec les moyens de l'époque. Et fabriquaient les chars, fabriquaient les décorations. C'était vraiment beau. Dans le défilé, ça se terminait par le char du petit Saint-Jean-Baptiste. On choisissait, en général, c'était un des fils du président qu'on choisissait, ou quelqu'un de la famille du président. Alors, mon père a été président pendant 3 années, 57, 58, 59. Donc, mes frères, Régent, André, ont été à tour de rôle. Petit Saint-Jean-Baptiste, alors habillé avec une peau de mouton, la croix de Saint-Jean-Baptiste. Dans le char allégorique, bien, il y avait un mouton, oui. Donc, il y avait la messe, puis il y avait l'hommage au curé qui se passait sur la galerie du presbytère, dans les marches du presbytère. Toute la journée, il y avait des fêtes, il y avait des démonstrations de gymnastique, il y avait aussi des danses folkloriques le soir, devant l'église. La circulation était arrêtée, et donc les jeunes gens dansaient sur le parvis devant l'église. Et puis, le soir, c'était le bal, là, c'était les danses dans la rue. Ouais. Un feu d'artifice, parfois, le feu d'artifice à Charlebourg, à l'époque, je me souviens d'un feu d'artifice, je pense qu'il y avait un pétard à toutes les 15 minutes. C'était un événement quand on voyait le pétard monter dans le ciel. C'était les seuls moyens qu'on avait. Ah, il y avait aussi une autre fête qu'on célébrait le 25 novembre, la Sainte-Catherine. Ça, c'était important. Sainte-Catherine, c'est la patronne des philosophes. Le 25 novembre après-midi, on avait le droit de manger de la tire en classe. Et donc, on partait de la maison avec des gros sacs de tire, puis on en mangeait aussi. À la fin, on n'avait plus faim. Le soir, on mangeait pas. Et puis, c'était même toléré de s'en lancer par la tête en classe. Bon, en général, il y en avait qui étaient meilleurs pour viser que d'autres. Et puis, s'ils pouvaient viser le professeur, c'était encore mieux. Chacun apportait, oui, son sac de tir. Et plus tard, quand on était dans les 2 dernières années du cours classique,
en philo 1 et philo 2. C'était jour de congé pour les philosophes, avec messe obligatoire le matin. Ça faisait partie des traditions scolaires, la Sainte-Catherine. Puis il y avait des petites pièces le soir, en fin d'après-midi. L'Halloween, on ne connaissait pas. Quand on voyait des gens qui mettaient des dessins de citrouille dans les fenêtres, on disait « Ah, ça, c'est un anglais ». C'est apparu assez tardivement, l'Halloween. Ce qui était célébré, c'était le Mardi Gras. Alors, ça varie d'une année à l'autre. Hein. C'est la veille du mercredi décembre. Et le mercredi décembre, c'est 40 jours avant Pâques, donc ça varie à chaque année. Et là, on passait par les maisons, déguisés, et on allait chercher des bonbons. C'était ça, notre caisse de bonbons, sans rendre malade. Le soir, on ne mangeait pas à la maison parce qu'on s'était trop bourré de sucre. On faisait ça le jour, on ne faisait pas le soir à Charlesbourg. Alors, les gens qui nous recevaient... leur jeu, c'était de deviner qui on était. Hein. Donc, on avait des masques, on changeait de voix. Dans mon cas, ça n'a jamais été réussi. Alors, on me reconnaissait tout de suite. Mais souvent, c'était les robes de la mère. Parce que souvent, au Mardi Gras, c'est inverser les rôles. Hein. Donc, je prenais une boîte de cornflakes. Et il y avait toujours des masques qui étaient imprimés, puis il y avait des pointillés. On découpait le masque, puis il y avait des trous pour mettre des ficelles, puis je me mettais ça en pleine face, là. Et puis, on n'allait pas très loin, on allait dans la rue. On était bien reçus. C'était pas dangereux. Les événements religieux aussi se passaient au Trécarré. Alors, contrairement aux autres paroisses où il y a des chapelles de procession, à Charlesbourg, il n'y a pas de chapelle de procession. Quand on fait une procession, on fait la procession autour de l'église, c'est le Trécarré. Et donc, procession, c'est important, la procession de la fête Dieu. Dans le calendrier, c'est un jeudi, mais c'est célébré le dimanche parce que le jeudi, tout le monde travaillait. La fête Dieu, ça survient, je pense, c'est après la Pentecôte, 10 jours après la Pentecôte, mais là, je ne suis pas sûr. D'abord, ça commençait il y avait la grand-messe. Ça avait commencé à 9h15, 9h30, et puis ça dure au moins 1 heure, la grand-messe. Et après la grand-messe, c'était le départ de la procession. Alors, on partait en procession, il était presque 11h, et puis tout le monde se mettait en rang devant l'église par... corps d'appartenance. Hein. Il y avait les Dames de Sainte-Anne, il y avait l'Union de prière. Et puis, alors, on partait en rang et c'était le Saint-Sacrement qui clôturait la procession. Alors, le curé portait l'ostensoir précédé. Souvent, c'était les pérudistes. Et ils venaient à Charlesbourg chanter la messe en grégorien, la messe de la fête Dieu. C'était toujours du chant extraordinaire. Alors, on défilait jusqu'au reposoir, puis en chantant des cantiques, évidemment. Alors là, il y avait les enfants de chœur, il y avait les petits pages qui laissaient tomber des fleurs de papier sur le passage du curé, pas trop parce qu'il fallait l'économiser pour ce qu'il y en ait assez jusqu'au retour. Là, on arrivait au reposoir et puis il y avait un salut du Saint-Sacrement. Les gens à genoux, hein, dans le gravier, là, écoutez, là, c'était sérieux. Il y avait 3 reposoirs. Il y en avait un chez nous, que mon grand-père avait fabriqué. C'était le plus élaboré. Ça ressemblait à une petite chapelle de procession. Alors, il y avait une charpente en bois, une charpente solide, là, qui était montée la veille par les voisins, parce qu'il y avait de l'entraide là-dedans. Donc, mon grand-père avait fait des décorations superbes. Mon grand-père était un ébéniste de grand talent. La décoration, c'était des branches de sapin. Hein. Alors, ça sentait le sapin, c'est sûr. Et puis des bannières avec des calices, des ciboires, des inscriptions Salutaris Hostia et un cœur transpercé. Et le matin même de la procession, il y avait Madame Raymond, notre voisine. Évidemment, au mois de mai, c'est l'époque des tulipes, c'est l'époque du lilas. Alors, Madame Raymond apportait les fleurs fraîchement coupées. Le reposoir changeait de point cardinal d'année en année, nord, sud, est, ouest. Alors nous, quand c'était au sud-est, c'était chez nous. On revenait à l'église, il était 12h30. Alors, on avait fait une bonne marche, là. On avait l'estomac dans les talons parce qu'il fallait être à jeun en plus. Hein. Il y avait le jeûne eucharistique qu'il fallait observer si on voulait communier. Alors, on revenait à la maison, c'était le temps de se mettre à table. Donc, il y avait le repas. C'était aussi un rassemblement familial. Hein. C'était c'était une piété populaire, mais c'était profond. Je vois ça avec beaucoup d'émotion même. C'était beau. Dans un passé pas si lointain, la fête Dieu est centrale pour les résidents du Trécarré, et ce depuis la naissance du village. Dans les années 1940-1950, elle est toujours célébrée, et tout comme René, Philippe Lefebvre s'en souvient. Tout le monde participe à la fête Dieu, jeunes et moins jeunes. Des célébrations essentielles à l'époque, mais aujourd'hui disparues, Philippe en a plusieurs en mémoire. Il se remémore la fête du Sacré-Cœur et la mi-carême. La fête Dieu, c'était le dimanche, là. Tout le monde à l'église, puis il n'y avait pas personne en dehors, là, c'était la parade, la procession. Fait que, avec le Saint-Sacrement, avec l'ostensoir, là, puis là, il y a quelqu'un qui disait le chapelet, puis les autres répondaient. Il y avait des chants,
Mais nous autres, on a toujours été enfants de chœur, on servait à messe. Nous autres, on était en soutane. Les enfants de chœur, c'est comme les prêtres anciennement, avec des surplis. Ils faisaient le tour du Trécarré où ils allaient jusqu'au cimetière, puis ils revenaient. Chaque année, ils changeaient de section, pour pas que le monde soit jaloux. Les filles du couvent étaient ensemble, les gars du collège étaient ensemble. Après ça, sont venus les zouaves, beaucoup plus tard. Dans notre jeune temps, les zouaves n'existaient pas, le patron n'existait pas. Après ça, quand le patron a commencé, la parade était gonflée avec quelques centaines de jeunes. Je me souviens, mon père, avec le voisin Raymond Bédard, il y avait des terres à bois, il coupait du sapin. Plusieurs jours avant, il faisait des grosses portes d'arche au-dessus de la rue là, pour célébrer le Sacré-Cœur. Puis il faisait un hôtel, un reposoir. Quand la place était assez grande pour que tout le monde de la procession puisse s'agglutiner, là. Puis le Sacré-Cœur, c'était le soir, le vendredi soir. Là. C'était à peu près la même chose. Le même reposoir pouvait servir 2 fois. La fête de Dieu puis la fête du Sacré-Cœur. Selon nous autres, c'était les 2 mêmes personnages. Le Sacré-Cœur et la fête de Dieu. En tout cas, c'était 2 occasions de sortir, solennelles. La mi-carême se fêtait plus que le Mardi Gras. Pour nous autres, c'était une fête d'enfants. C'est à la fin de l'école, c'est à la fin de l'après-midi, là, parce que on se promenait pas tard le soir. C'est toujours si on avait le droit de se déguiser chez nous. Mais c'était à mi-carême, le fait de se mettre un masque. Il y a des masques qui se vendaient spécifiquement pour ça, mais nous autres, on les faisait nous autres mêmes. On avait des boîtes de cornflakes. C'était à la mi-carême. Notre carême, fallait le toffer. La privation existait dans le temps. Une sculpture en acier a été érigée en 1975 à l'intersection de la Première Avenue et du boulevard Louis XIV, juste à proximité de l'ancienne salle paroissiale Pierre Garon. Elle commémore les premières fêtes foraines du Trécarré. Jacques Garon, tout comme son père Pierre, s'est impliqué dans ces festivités à leur début. Il nous en parle justement. En 1975, il y a eu les premières fêtes foraines de Charlebourg qui ont duré une 12aine d'années. Puis c'est mon père qui organisait ça avec Jacques Arial. Il disait, ici, on a tellement de belles choses qu'on pourrait faire une fête. Puis il dit, on a un point central, le point central du Trécarré. Puis il dit, à côté de l'église, on a de l'espace, monter une scène, puis avoir du public debout qui viennent voir ça. Puis des expositions. Des expositions dans les maisons du Trécarré, puis des expositions chez les fermières. Bon, un peu partout. Alors, on peut faire les fêtes foraines, puis avoir des activités, puis tout ça. Puis c'est comme ça que ça a débuté. Ben là, ça prend une équipe pour monter ça. Ça prend une équipe pour que ça ait de l'allure. Puis j'étais dans le comité d'organisation, moi. Moi, je m'occupais surtout de tout ce qui était scénique, la scène. Alors là, il y avait les locations de costumes, préparer les comédiennes, comédiens, figurants, être là-dedans. Moi, je m'occupais de ça. D'une autre, au bureau de direction, l'important, c'était de trouver des fonds. Le bureau de direction, il est toujours aidé par ceux qui s'occupent de la technique. C'est aussi des comités qu'on formait, comité spectacle. Bon, ça, j'en faisais partie, moi. D'autres, eux autres, c'était plutôt la gérance. Les entreprises, qu'est-ce qu'on peut leur offrir, leur publicité, etc. Là, il fallait engager les chanteurs, ceux qui se donnaient en spectacle sur la scène. Pour ce qui était de la scène, ben, il fallait engager une compagnie qui montait ça, mais ça, on a gardé la même tout le long des fêtes. C'était un moyen contrat de monter ça dehors, là. C'était un moyen contrat d'avoir du son ou du chant dehors. Mais tout ça était programmé, là, des mois d'avance. Tout le monde était impliqué là-dedans. T'as tous les gens qui s'occupent des maisons, les galeries du Trécarré, etc. Ça fait toute partie de ça. T'avais le bureau du maire, t'avais des employés municipaux, on avait des loisirs, de la culture. Alors, on avait une bonne grosse équipe. Ça prend du monde. Et puis, c'est des gens qui ont bien travaillé. Puis, ça a été vraiment formidable. Puis, à un moment donné, moi, je me suis retiré de ça. D'autres ont pris ça en main. Par contre, je me souviens, en 1977, l'année que mon père est décédé, il y avait des décors avec un groupe de chanteurs folkloriques. Il y avait des décors. Puis là, on a eu une soirée de grand vent. Ça a failli partir au vent pendant le show. Le show était bon, là. Ça faisait pas froid, mais il vendait. Mon beau-frère et moi, on est allés, puis on s'est caché en arrière de ces décors-là. Puis là, tu tiens, mais des fois, il arrivait une rafale. Je regardais, puis, là, il fallait forcer un peu, tu sais. Mais ça a tenu, tout le temps du show. Personne ne nous voyait. Mais si on lâche la prise, là, ça pouvait partir, cette affaire-là. Je me souviendrai toujours de ça.
Il arrive toujours d'affaires dans des choses comme ça, hein, des imprévus. Ça fait partie de la game, comme on dit. Quand tu fais ces fêtes-là, il y a la température. C'est une chose qu'on ne contrôle vraiment pas. En général, on s'est bien défendu. Même quand il y avait un peu de pluie, dans certains cas, l'Église disait, entrez en dedans. On se débrouillait comme on pouvait, avec Dame Nature. Parce que les fêtes foraines, c'est l'été, hein? C'était à Saint-Jean, puis etc. Puis on avait des macarons, puis on faisait tirer, des fois, un prix. Puis en 1978, on s'est mis à reproduire des scènes du Trécarré live. On avait même fait bâtir une maison ancestrale, une façade. Comme tu as dans le Trécarré, certaines maisons en crépi blanc, là, puis les fenêtres rouges. Puis c'est une maison qui était sur une scène. C'était une partie du décor. C'était quelque chose. On avait des haut-parleurs. De sorte que les gens, quand ils n'avaient pas pu arriver assez tôt, ils voyaient moins bien. Il y en a qui s'apportaient les jumelles. Mais ils entendaient très bien. Puis quand tu entends bien comme il faut ta musique, qui est assez puissante, puis tout ça, ça t'enveloppe pareil. C'est extraordinaire. Mais les gens, il n'y avait pas de siège. Ils s'apportaient leur propre siège. S'il n'y en avait pas, ils s'assoyaient dans le gazon. Moi, j'ai vu des foules, là, des fois, là, dans le beau temps. C'est tout le stationnement actuel de l'église et de la bibliothèque rempli de monde. Parce que la scène était vers l'arrière de l'église. Alors, c'était rempli de monde, là. La première avenue, il l'avait fermée, puis la partie du boulevard Louis XIV qui arrive, là, ça a été fermé aussi. Tout le Trécarré était fermé. Alors, les gens, il y en avait jusque-là, jusque sur le stationnement de la salle paroissiale. Ah, et ça, c'était des foules, là. Jacques vient de présenter en détail ces fêtes du Trécarré, cofondées par son père. Suzy Caro a 10 ans lorsque la ferveur foraine s'installe dans le quartier. Elle se rappelle d'avoir participé et en garde de très bons souvenirs. Il y avait les fêtes foraines. Et ça, c'était majeur. C'était l'été, par exemple. Et c'était vraiment, vraiment le fun. Ils barraient la rue. Donc, tu avais 3 sites principaux. Tu avais un site sur le parking de l'église. Il y avait un site au parc de la commune. Puis, il y avait un site aussi au Patro, si je ne me trompe pas. Et il y avait des spectacles, il y avait de l'animation, il y avait de la barbe à papa, comme une vraie fête foraine. Il y avait des pommes de tir. Ça, on aimait ça. Il y avait des stands à hot dog aussi, si je me souviens bien. C'était très animé, très, très animé. Puis c'était quand même très familial. Puis il me semble qu'il y avait des spectacles de marionnettes, des genres de jonglerie, des jeux d'adresse aussi. Je me souviens, il y avait eu Martine Saint-Clair qui était venue chanter. Tous les spectacles, moi, ça me fascinait donc bien. Puis c'était très drôle parce que mon père est accordeur de piano de profession. Et c'est toujours lui qui venait accorder les pianos pour les artistes qui se produisaient là, durant les fêtes foraines. C'était bien le fun, là, je l'accompagnais. Puis là, c'était fascinant. Je voyais les spectateurs qui attendaient là, que l'artiste vienne. Parce que là, je me trouvais donc bien bonne de monter avec lui sur le stage. Alors que c'était pas pour chanter ni rien. C'était juste pour le regarder accorder le piano, tu sais. C'était bien drôle. Puis là, la musique thème jouait dans les haut-parleurs. C'était vraiment plaisant. Puis, il y avait une espèce d'imitation de bateau à moteur. On pouvait embarquer dedans, puis il nous faisait faire le tour du Trécarré. On remontait jusqu'à Orsainville. Et j'aimais tellement ça. On embarquait dans le bateau avec mes parents, puis on s'en allait se promener. Puis là, c'était le fun, puis on était dehors. Puis ouais, j'aimais beaucoup ça. Puis c'est le fun parce que quand j'étais un petit peu plus vieille, mais je pouvais aller me promener tout seul dans le jour. Moi, j'avais une cousine qui aimait beaucoup les fêtes foraines, mais elle restait à Neuchâtel. Alors, dans le temps que les fêtes foraines étaient là, elle venait coucher chez nous. Ça durait, je pense, presque une semaine. Puis là, elle passait la semaine chez nous. Fait que là, c'était la fête. Fait que moi, c'était associé en plus à la visite de ma cousine qui allait venir chez nous, là, passer quelques jours. Donc, c'était vraiment là, très représentatif pour moi, les fêtes foraines. Fête foraine, fête Dieu, Mardi Gras, ces fêtes ne sont plus soulignées aujourd'hui dans le Trécarré. D'autres festivités ont pris le relais. Chaque année, un festival majeur rassemble des centaines de personnes dans le parc de la commune. Il s'agit des week-end shows du Trécarré. Pour en parler, je reçois Pierre Tremblay, une personne incontournable si l'on veut parler musique dans le quartier. Merci d'être ici aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Vous êtes le chef d'orchestre des week-end shows du Trécarré.
En tant que directeur général, pouvez-vous nous expliquer un peu les origines du festival? Comment tout cela a été mis en place? D'abord, Troubadour et Saltimbanque est un organisme sans but lucratif qui chapeaute les week-end shows du Très Carré depuis 2012. Ça a été créé, Troubadour et Saltimbanque, en 2001. Pourquoi ça a été créé? Ben, pour mettre sur pied ce qui s'appelait à ce moment-là le festival Troubadour. C'est qu'on voulait animer donc le Très Carré, plus spécifiquement le parc de la Commune, déjà à ce moment-là, en 2001. En 2010, c'est là que l'arrondissement de Charlesbourg nous ont trouvés jeunes et pleins d'ambition. Et ils ont cogné à notre porte pour nous proposer de prendre en charge la programmation de ce qui allait être le kiosque à musique là, dans le parc de la Commune. Ça nous a permis, nous autres comme organisation, de peaufiner le projet, de bien présenter ce qui allait être la première saison en 2012 là, des week-end shows du Très Carré. Voilà. Et quels étaient les objectifs? Est-ce que la mission a changé au fil des ans, au fil des différents festivals? Depuis la création de Troubadour et Saltimbanque, depuis 2001, en fait, ça a toujours été de faire la promotion des artistes de la relève, principalement de la région de Québec. Il y a une panoplie d'artistes vraiment intéressants qui émergent de ces institutions-là, c'est-à-dire conservatoire, cégep et université qui enseignent la musique. Et puis, c'est pour ça qu'on voulait principalement mettre la lumière sur eux. Alors, c'est vraiment dans tous les styles de musique qu'on essaye de toucher pour satisfaire au plus grand nombre. Donc, 2012, première édition des Week-end Shows. C'est un festival de musique dans le Très Carré qui soutient des artistes émergents dans une diversité de styles musicaux. Qu'est-ce qui rend ce festival unique? Quelles sont ses particularités? Les week-end shows du Très Carré, globalement, c'est de la mi-juillet à la mi-août. C'est 5 week-ends, 5 semaines. Là. La première année, ça s'est déroulé avec 15 concerts. En 2013 et par la suite, les concerts ont été réduits à 10. Ce qui m'a toujours impressionné dans les concerts avec ces têtes d'affiche-là, c'était la proximité que crée le parc de la Commune. Cette scène-là, les gens sont très près, viennent parler aux artistes. Ça fait un climat de convivialité qui est assez unique, qui est bien le fun. Donc, c'est vraiment une belle ambiance. Ça a toujours été une source de fierté pour nous. On a une bonne base de clientèle. À partir de là, de faire découvrir ce lieu-là qui est absolument formidable, un beau parc urbain. Puis ça, c'est ça qui nous caractérise, les week-end shows du Très Carré. L'accueil client, un sourire, ça c'est bien important. Il faut que ce soit accueillant. Ça fait partie du visage humain qu'on doit, je pense, c'est un mandat que je nous donne, nous, dans le Très Carré, de faire en sorte qu'il y ait une humanité, là, qu'il y ait de l'histoire dans le Très Carré, mais qu'il y ait des visages humains à l'intérieur de ça. Fait que c'est une grande partie de mon travail, c'est ça. C'est sûr que le lieu s'y prête à merveille pour ce genre de festivités. Au niveau de l'achalandage lors des spectacles, vous pouvez vous attendre à combien de personnes environ? Dans les spectacles de tête d'affiche, c'est tout le temps facilement 2000-2500 personnes qu'on reçoit dans le parc de la Commune. Puis dans les artistes locaux, ça peut varier, mais c'est souvent tributaire de la température. Un jeune chanteur, chanteuse, on peut aller jusqu'à 300 à 500 personnes environ. Là. C'était en 2018. C'était la chanteuse Edith Butler qui a donné un concert mais absolument délirant. C'est une artiste, bien qu'elle ait quasi 80 ans, je pense, mais elle a d'une énergie absolument débordante. Mais il y avait une pluie ce soir-là qui était absolument épouvantable. On a gardé peut-être une centaine de personnes, mais quel spectacle! D'ailleurs, avec Marc Hervieux, c'est un artiste très généreux, puis de voir les gens, là, malgré que c'était plein de monde, là, ça débordait des rues de chaque côté, la première avenue, Très Carré Ouest, il y avait du monde dans les rues même pour l'écouter. Puis on aurait pu entendre une mouche voler malgré tout ce paquet de monde-là. Puis j'avais les larmes aux yeux tellement c'était beau. Mais tous ces spectacles-là demandent beaucoup d'organisation. Pour une édition des week-end shows du Très Carré, ça prend combien de temps environ de préparation? Je dirais un bon 8 mois, 8 à 10 mois. On commence à faire notre planification financière et à faire les demandes de financement avant les fêtes. Parallèlement à nos demandes, à partir de mi-octobre, on commence à adresser notre programmation. Après les fêtes, là, c'est la signature de contrat, c'est l'attente des réponses pour les demandes de financement qu'on a faites, la recherche après ça de petites commandites de commerces locaux, des ententes de partenariat. Après ça, quand on arrive à
après l'hiver, dès avril, il faut faire les réservations de matériel, de sonorisation, de logistique, tout ça, former les équipes justement de techniciens, puis trouver les étudiants qui vont venir en aide pendant l'été. Puis après ça, plus le printemps avance, c'est quand même la promotion qu'on fait quand même tout le temps, la mise à jour de nos réseaux sociaux, pages Facebook, sites web, etc. Ça prend beaucoup de préparation à l'avance. Alors, donc, ça nous occupe un bon 8 à 10 mois par année facile. Ouais. On le comprend aisément. Quel est ton rôle dans l'organisation? Pourrais-tu nous présenter brièvement tes différentes tâches? À titre de directeur général, je m'occupe, on pourrait dire, de toute la poutine. C'est moi qui l'assume, dans le fond, là, la recherche de commandites, les demandes de subventions, le montage de programmes, mais tout ça, quand même, se fait en relation avec le conseil d'administration. C'est beaucoup d'investissement, les soirs de concert, évidemment, là, ça demande toute une journée, une soirée et plus, là, mais ne serait-ce que d'installer les barrières. Je m'occupe de faire l'animation, les tirages moitié-moitié, ou être certain que les gens de sono, ce soit à mon goût. L'éclairage, on le travaille, on le change d'un soir à l'autre, on les adapte selon le type de spectacle qu'on a, c'est du classique ou du pop, etc. En soirée, là, à partir de là, The Show Must Go On, il n'y a plus rien à faire, eux autres font leur spectacle et nous autres, il faut que la technique et la logistique soient bien prêtes. En terminant, j'aurais une question sur ta fidélité, Pierre. Ta dévotion après autant d'années, ton implication, ta motivation dans le festival, pour le Trait-Carré, pour la communauté. Qu'est-ce qui t'anime? J'imagine que tu t'y plais, que tu affectionnes particulièrement ce travail-là. Oui, absolument, absolument. C'est que j'aime beaucoup m'impliquer parce que je suis un fervent du contact humain. C'est ça qui m'anime. C'est ça. Puis de travailler avec des jeunes. Le meilleur moment des spectacles, pour moi, c'est les tests de son l'après-midi. Ça, c'est l'aspect artistique que j'aime le plus. Pour moi, la musique, c'est ma vie. C'est ce qui me fait vibrer le plus au monde. De voir des gens comme ça, des artistes qui sont un peu au sommet de leur art, c'est vraiment extraordinaire, là. C'est ce qui m'anime dans tout ça. Puis c'est... Mes sentiments profonds, mes tripes sont là. Merci beaucoup, Pierre, de nous avoir partagé ton expérience et ta passion pour la musique et le festival. Ça m'a fait plaisir. « 30 ans après avoir été aux Fêtes foraines, Suzy Caro fréquente actuellement les week-end shows du Trait-Carré. Résidente du quartier depuis son enfance, elle a également participé à d'autres festivités, comme le carnaval, l'Halloween. Écoutons la suite de son témoignage. Dans le cadre des week-end shows, j'essaie d'y aller au moins une fois par année, là. C'est bien parce que ça fait découvrir des jeunes artistes émergents aussi. Ça met de la vie, c'est toujours le fun de voir des artistes d'expérience aussi qui viennent nous faire un petit coucou. Fait que moi, je trouve ça le fun pour ça. Puis il y en a pour tous les goûts et pour tous les genres de musique. Autant les personnes avec les familles avec des enfants que les personnes sans enfants. Ou il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Donc je trouve que c'est vraiment varié, là. Puis l'ambiance, c'est très familial. Très, très familial. Ça ajoute un petit plus. Tu sais, il y a des gens qui viennent de partout, là, pas juste des habitants du Trait-Carré. Puis ça nous permet de socialiser. Puis je trouve que c'est une belle façon de promouvoir là, le Trait-Carré. Le carnaval, il y avait la parade qui a demeuré jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Mais aller voir les monuments de glace sur Sainte-Thérèse, c'est vraiment ça que j'aimais beaucoup. Mais l'activité par excellence, c'était très certainement le couronnement de la reine, là. Et c'était télévisé, puis on était tellement excités. On voulait donc bien que ce soit la reine de notre bûcher qui gagne. Quand c'était notre reine, on était tellement énervés. Le sentiment d'appartenance était vraiment important à ce moment-là. Ce qui était le plus marquant, c'était la parade. Il y avait deux parades, la parade de la Basse-Ville puis la parade de la Haute-Ville. Nous autres, on était à la parade de la Haute-Ville, puis on était vraiment très, très proches. Donc, il y avait souvent de la visite qui venait à la maison le soir de la parade parce que c'était pas loin. Tu sais, il n'y avait pas besoin, ils stationnaient l'auto chez nous, puis on s'en allait tous à la parade ensemble. Mais j'haïssais ça, la parade, parce que je voyais rien, puis je gelais des pieds. Puis là, mon père était fatigué de me lever sur ses épaules. Fait que finalement, je trouvais ça plus long que d'autres choses. Mais finalement, c'était pas la parade que j'aimais, c'était toute la frénésie autour de dire « Hey, on reçoit du monde, hey, c'est la parade, hey, le monde marche dans les rues. » Puis c'est noir de monde là, dans les rues là, le soir de la parade. Quand j'étais plus jeune, c'était plus avec ma famille. Après ça, j'étais adolescente, c'était plus avec mes amis. Mais quand je suis devenue plus vieille, quand j'ai eu des enfants, là, j'y allais avec mes enfants. On passait l'Halloween.
avec mes amis. C'était vraiment le fun, on se réunissait une gang. Mes parents passaient pas l'Halloween. Ils nous laissaient aller tout seuls, finalement. À l'époque, les gens décoraient moins pour l'Halloween. Je me souviens pas, c'était pas tellement la mode de décorer dans ce temps-là. Tu sais, plus tard, c'est devenu vraiment la mode, puis que si la maison est pas décorée, tu y vas pas. Mais à l'époque, il y en avait qui décoraient, là. Mais tu sais, c'était pas ça qu'ils allaient faire, parce que c'est pas décoré qu'on n'allait pas y aller. Fait que, tu sais, on y allait comme si ça nous tentait, on y allait. Puis là, il y en avait souvent qui nous demandaient de chanter une chanson. Mais oui, on passait l'Halloween dans le Très-Carré, puis il y avait des maisons qu'on disait « Oh non, hey, on va pas là. Ça, c'est une maison hantée. Oh non, ça, c'est une sorcière. » Donc, on aimait ça, s'inventer toutes sortes d'histoires, là. Puis là, on faisait des déguisements avec nos propres moyens. Dans le fond, il n'y avait pas de déguisement acheté comme maintenant, là. C'est toujours maman qui s'occupait de nos costumes, là. Donc, je prenais comme des vieilles robes à elle ou des vieilles jaquettes en soie, puis plein de colliers. Le costume du pompier au cigare et la diseuse de Bonaventure. Ça, c'est les deux costumes que je me souviens de plus. Oh, il y avait des gommes bazooka avec des bandes dessinées dedans. Ça, c'était très fréquent, les petites roquettes. À l'époque, il n'y avait pas encore de petits sacs de chips ou de petites palettes de chocolat. Il y avait des boules de gomme aussi. Les tirs, ça, il y avait une quantité épouvantable de tirs. Ah, il y avait des bonbons. Il y a des fruits dessinés sur le papier. Il y avait ça. Il y avait des toffés. Ah, ça, c'était bon aussi, des genres de gros caramels. Les fameux caramels aussi. J'invitais les petites amies avec qui j'avais passé l'Halloween à la maison. Là, c'était vraiment la fête. Puis là, on virait notre sac de bonbons sur la table. Puis là, on triait nos bonbons, puis on s'échangeait nos bonbons. Donc, c'est vraiment ça, mon souvenir le plus marquant de l'Halloween au Très-Carré. À présent, je vais laisser la parole à la jeune Elfie Genet, qui fait toujours la tournée des maisons dans son quartier pour l'Halloween. Elle adore créer ses costumes. Elfie fête aussi Noël dans le Très-Carré, une tradition qu'elle aime particulièrement. Il y a l'Halloween. J'aime plus la passer avec ma famille parce que j'aime ça passer du temps avec eux, là. On donne des bonbons puis on se promène partout, mais toutes les maisons dans le Très-Carré, on les fait pas mal toutes. J'ai pas vraiment de bonbons préférés parce que c'est pas très bon pour la santé, mais c'est sûr c'est bon, là. Mais sinon, ils sont tous bons, tout au complet. Sinon, il y a des chocolats, des bonbons durs, plein de bonbons dans le fond. J'ai fait un sol de légumes avec des gros légumes que j'ai créé, il était vraiment drôle. Puis souvent je m'inspire de ce que je vois, puis des fois ce que je ressens, puis des fois j'essaie de trouver des idées sur internet le jour de Noël. Ce qui est cool, c'est que tout le monde pas mal sort. Puis des fois même on peut voir quelques personnes qu'on connaît, donc on peut parler. Et surtout les décorations, c'est cool à voir. Puis cette année, ce qui est, c'est qu'on a eu les lutins. Ah, la magie de Noël, elle marque les esprits. À Noël, on se rassemble en famille et entre amis. À Noël, le Très-Carré est illuminé, les crèches sont installées à l'extérieur et les lutins viennent même faire quelques mauvais coups. Denise Paquette se remémore ses souvenirs de Noël, les surprises de ses parents et bien sûr, les cadeaux. C'était Noël. Bon, là, il fallait aller acheter des cadeaux. Nous autres, on y allait toujours les dernières journées parce qu'il y avait des ventes. On allait, mettons, chez Paquette, là. Tu sais, mais on faisait ça, par exemple. Ça, c'était l'habitude d'aller acheter des cadeaux à la dernière minute. Puis ma mère, elle préparait jamais les cadeaux d'avance. Puis elle savait qu'il y en aurait. Puis nous autres, les cadeaux, je me souviens d'avoir eu un habit de neige rouge vin, je me souviens de ça. J'avais aussi des skis. Puis là, mon père, il savait que j'aimais ça, la peinture. Fait qu'il m'avait acheté un kit de peinture à l'huile. Mais j'étais en 5e année. J'avais 11 ans, je pense. Mais il savait que ça me ferait plaisir. Tu sais, c'était comme ça. Mais, puis des fois, il y avait tout le temps chez nous des surprises à Noël. Tout d'un coup, un jour, mes frères, il y avait eu une espèce de grosse auto rouge en métal qui embarquait dedans, qui se promenait dans la maison. Tu sais, il arrivait des fois des affaires comme ça. Les gars, il y avait des trains électriques. Fait que là, on ajoutait à toutes les années, mais le train électrique, là, il faisait marcher tu sais, on avait 4 appartements en bas, là, puis il y avait la cheminée au milieu. Il passait partout dans tous les appartements. Écoute, c'était le plaisir. Les jeux dans ma famille, c'était important. Puis aussi, nous autres, moi, mon mari aimait ça, les arbres de Noël, fait qu'on a fait un gros arbre de Noël depuis 50 ans. Puis gros, là.
un gros arbre dehors, puis un gros en dedans, mais il y avait une fête, on faisait la fête, on se compliquait pas la vie, mais on s'amusait. Après Noël, c'est le jour de l'an. Célébrer la nouvelle année est un autre moment marquant. Dans la famille Cloutier, c'est le cœur des festivités. Pierre-Louis nous en parle. Nous autres, de notre côté, dans le fond, c'est le premier du jour de l'an que la famille se rassemblait dans la maison ancestrale. Ma tante qui habitait là, elle faisait une grosse bouffe là, le midi, là, c'était un dîner. Là. Puis ça prenait 2 bonnes grandes tables. C'était des gros lunchs. Ouais. C'était tout le temps le premier. Dans le temps, ben c'est ça, là. Mon grand-père, il avait cédé des terrains pour mes oncles pour qu'ils se construisent proche de la maison. Mes oncles et tantes, dans le fond, ils étaient 6. J'ai une tante, puis le restant, c'est des hommes, mes oncles. Mon père qui est toujours vivant. J'ai mon oncle André qui est toujours vivant, qui reste voisin en diagonale de chez moi. Et mon oncle Gérard qui reste à côté de chez moi. Le premier, on reçoit toujours, là, on reçoit dans l'après-midi là, une santé, puis on discute. Mon père donne la bénédicité à notre famille, à nous. Puis après ça, les oncles et tantes viennent faire un tour à la maison. Les cousins, neveux, tout. Ça s'est pas perdu, non. Des traditions qui se conservent et qui perdurent. Des fêtes autrefois célébrées et maintenant disparues. Des événements festifs marquants pour toutes les générations. Le Trécarré est témoin de tous ces moments inoubliables vécus par ses résidentes et ses résidents. Certaines célébrations sont soulignées partout sur la planète. C'est donc l'occasion de parler de leur histoire et de la façon dont ces traditions évoluent au fil des siècles. Aujourd'hui, nous rencontrons Catherine Tourangeau, qui est historienne et spécialiste de l'histoire culturelle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Dans les témoignages que nous avons reçus, les fêtes et les célébrations semblent avoir une importance marquée pour les résidents, les résidentes du Trécarré, des gens qui vivent là depuis plusieurs générations. Alors, les traditions de la fête Dieu et de la fête du Sacré-Cœur ont été maintenues pendant de nombreuses années dans le Trécarré, si je me trompe, jusque dans les années 1960. Est-ce que c'est le cas ailleurs au Québec? La fête Dieu, certainement, a été très populaire vraiment partout au Québec. C'est vraiment ancré dans le 19e siècle. Ces fêtes-là, c'est à ce moment-là où ça va se développer à cette échelle-là, en fait. Donc, on crée des processions qui vont englober toute la société. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher les écoliers, les mères de famille, les notables. Donc, on va voir les artisans créer, par exemple, des arches, comme on l'a entendu, mais aussi les notables vont avoir des rôles un petit peu plus dignes, si on veut, comme dignitaires. C'est très communautaire aussi. L'idée, c'est vraiment de rassembler toute la communauté d'un quartier, d'une section de la ville ensemble. Donc, il y a un aspect très religieux, bien sûr, donc c'est très catholique. Si on regarde le calendrier liturgique chrétien, on a des fêtes religieuses un petit peu partout dans l'année. Le calendrier liturgique qu'on a au début du 20e siècle au Québec, c'est comme une version mini de ce qu'on avait au 17e, 18e siècle, où là, on avait des fêtes religieuses sans cesse pendant l'année. On en avait vraiment, vraiment beaucoup. Ce qu'on observe, c'est que la Deuxième Guerre mondiale va créer une césure un peu, donc ça va diminuer tranquillement à partir des années 50, des années 1960, des années 1970, où là, on va se tourner plutôt vers des fêtes nationalistes, plutôt civiques que vers des fêtes religieuses. On a réduit ça quand même considérablement, mais c'est demeuré un aspect très important de la culture québécoise, de la culture canadienne-française. Oui. En effet, ici, les gens sont attachés à ces festivités-là, tout comme à la Saint-Jean-Baptiste. Donc, la Saint-Jean-Baptiste était aussi célébrée dans le Trécarré comme ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la laïcisation de cette fête religieuse et comment s'est effectuée cette transition? Quels ont été les principaux changements? C'est intéressant, cette question-là, parce que à ses origines, si on remonte très, très loin, en fait, la Saint-Jean-Baptiste, c'est pas chrétien du tout. Donc, en fait, ça correspond à l'équinoxe de printemps, au moment où l'été va commencer. Donc, la saison très riche, la saison des récoltes, la saison il fait beau, commence. Les chrétiens ont fait coïncider leur fête de la Saint-Jean-Baptiste avec cette fête païenne-là, de la même façon qu'on l'a fait avec la Toussaint, de la même façon qu'on l'a fait avec Noël. On va fêter la première Saint-Jean-Baptiste au début du 17e siècle au Québec. Le caractère très distinctif de la Saint-Jean-Baptiste, c'est le feu de joie. Mais l'idée du feu de joie, c'est de célébrer le dieu soleil qui va nous permettre d'avoir des bonnes récoltes. C'est très païen, là. Il y a rien de chrétien là-dedans. Donc, on a vraiment une espèce de synchronicité. On va mélanger le caractère païen et le caractère religieux. Donc, ça n'a jamais été
100% chrétien. C'est vraiment au début du 19e siècle, dans le mouvement de la création de la Société Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est une fête qui devient nationaliste et qui conserve son caractère très chrétien. Donc, on commence à organiser les défilés, hein, donc un petit peu dans la tradition des processions. Ce qui va se passer, évidemment, au début du 20e siècle, en 1920, on va reconnaître la Saint-Jean-Baptiste comme jour férié. Donc, déjà, on a une notion un petit peu différente. À ce moment-là, c'est un peu vidé de son contenu religieux. Donc, le petit Saint-Jean-Baptiste avec son mouton devient de moins en moins commun pendant les défilés. Et à partir de 1977, ça va devenir la fête nationale. Selon les témoignages que nous avons reçus, le Mardi Gras était célébré dans le Trait-Carré. Et cette fête se déroulait juste avant le Carême. Est-ce que c'est une célébration qui est populaire au Québec? C'est intéressant, le Mardi Gras, parce que c'est très associé à la Louisiane. Si on remonte dans le passé, on l'a un petit peu perdu au Québec contemporain, mais au 17e, 18e siècle, le Mardi Gras, c'était une fête catholique très célébrée au Canada français, donc autant qu'en Louisiane. Donc, une fête qu'on a un petit peu perdue avec le temps qui, dans le fond, servait un petit peu à préparer le carême. Justement, on savait que ça allait être difficile, donc on faisait bonbons, on se gavait un petit peu, on célébrait avec les amis avant la période plus difficile. Donc, il y avait un aspect très religieux à ça, mais aussi très festif, bien sûr. À l'inverse, on a parlé aussi de la célébration de l'Halloween. Donc, l'Halloween n'était pas souligné à toutes les époques. C'est quelque chose de plus contemporain, mais selon certains dires, cette fête était associée aux célébrations anglophones. Qu'en est-il réellement et de quelle façon s'est effectué le changement au niveau de cette fête-là? Mais c'est exactement ça. En fait, l'Halloween a ses racines dans une fête qu'on appelle Samhain, qui vient d'Angleterre et d'Irlande. Donc, Samhain célèbre le moment dans l'année où le monde des vivants et le monde des morts se retrouvent, dans le fond, se joignent. Donc, il y a une sorte de proximité. C'est pour ça qu'on a toutes ces images de fantômes, par exemple, qui sont liées à ce moment de l'année, donc du 31 octobre, 1er novembre. Ce qui va se passer, c'est que cette fête de Samhain, qui est une fête païenne, va être, dans le fond, incorporée, si on veut, à la culture chrétienne, puisque la Toussaint se trouve le 1er novembre. Donc, on va faire un parallèle entre les deux éléments. Ça va être incorporé à la culture anglo-saxonne au Royaume-Uni, ou en tout cas dans les îles britanniques, puis aux États-Unis. À partir des années 1920-1930, les anglophones au Québec vont commencer à vouloir célébrer aussi l'Halloween. Pour ce qui est des Canadiens français, c'est peut-être surprenant, mais c'est extrêmement récent, l'Halloween. Ça date des années 1960-1970. À ce moment-là, le caractère païen puis le caractère religieux de l'Halloween a été pas mal perdu, là. Ça s'est pas mal dissous. C'est vraiment la fête commerciale qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il n'y a plus vraiment ce rapport-là au monde des esprits là, qu'il y avait à une certaine époque. Je vais vous poser une autre question sur le calendrier liturgique, justement. Dans les maisonnées du Québec, des veillées québécoises, des veillées traditionnelles, c'est toujours des occasions de se rassembler, d'être convivial et de fêter, parce qu'effectivement, les temps sont durs, surtout en hiver. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, en fait, c'est sûr que si on pense surtout à l'hiver, quelque chose qui est très profondément québécois, il y a les veillées. Cette idée de se rassembler en plein milieu de l'hiver, donc dans une des journées les plus froides de l'hiver, un moment où on a congé, c'est pas très compliqué de comprendre pourquoi ça s'est développé puis pourquoi ça a été très, très populaire, surtout chez les catholiques. À la grande époque, si on veut, là, de la veillée, c'est sûr que là, on va se rejoindre chez mon oncle un tel, ma tante un tel, tout le monde ensemble, puis on joue de la musique. On chante, on danse, on boit. Ça va devenir une particularité, surtout des espaces ruraux, parce que les distances entre les maisons sont très grandes. Donc, on va se déplacer en grand groupe d'une maison à une autre pour passer une longue soirée. Par contre, d'une certaine façon, la télévision va prolonger la durée de vie de la veillée avec des émissions comme la soirée canadienne, dont certains se rappellent peut-être, qui vont célébrer cette culture canadienne. Donc, Noël, le jour de l'an, dans le fond, ça va s'inscrire un petit peu dans notre calendrier liturgique. On a tendance à associer ça beaucoup à la chrétienté à cause de la messe de minuit, à cause, de toute la symbolique aussi. Dans les faits, on se rapproche plus de la veillée souvent que vraiment de la fête religieuse. Très longtemps, par contre, le jour de l'an a été plus gros que Noël. Ça a été une plus grosse fête que Noël. Puis on peut le voir au Québec, on peut le voir dans d'autres pays aussi, où c'est le gros party de l'année, vraiment, où il n'y a pas de limite. Donc, on va rassembler vraiment tout le monde
pour faire la fête le jour de l'an, la Saint-Sylvestre, en fait, donc le 31 décembre. Puis, c'est aussi un moment pour vraiment faire le tour de la famille. Merci beaucoup, Catherine Tourangeau, d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie de votre invitation. Merci à vous. Vous venez d'écouter le 9e épisode du balado du Moulin des Jésuites, Entre nous l'histoire du Trait-Carré. Mais dites-moi, qu'est-ce qui accompagne bien les veillées traditionnelles ou la visite chez nos parents? Un repas copieux, évidemment. Que seraient nos belles soirées sans un festin? Sentez-vous déjà le parfum de la croustade aux pommes qui sort du four? Ou cet arôme de sauce à spaghetti qui mijote tranquillement sur le poêle? Ça vous ouvre l'appétit? Eh bien, restez à l'écoute parce que dans le prochain épisode, on va parler de nourriture. À table!